Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à quelques questions qui me sont posées. Donc les premières concernent la vie après la mort. Donc c'est des questions assez pointues, on va essayer d'y répondre. Lorsque l'on passe de l'autre côté, dans des dimensions supérieures, finit-on aussi par mourir à l'identique du processus d'évolution sur Terre? Autrement dit, intégrons-nous un corps qui évolue et qui meurt? Alors en fait, quand on change de dimension, ça dépend. Voilà. Quand vous allez mourir, vous allez passer dans le monde, ce qu'on appelle le monde astral, le monde de l'après-vie. Donc vous allez intégrer avec un corps, avec votre corps astral qui lui survit. Et quand vous allez évoluer de niveau, on va dire, d'astral supérieur, ça dépend de l'évolution que vous avez sur Terre. Quand vous aurez pu à revenir en tant qu'incarnation sur Terre, vous allez passer on va dire des strates qui fait que vous allez avoir accès à des dimensions supérieures avec d'autres corps que le corps astral, évidemment. Vous allez évoluer sur les différents plans avec les différents corps qui y correspondent. Alors, est-ce que les étapes dans les dimensions supérieures passent forcément par la mort d'un corps, quel qu'il soit? Là, je viens de répondre à votre question, en fin de compte. Effectivement, certaines dimensions correspondent à des corps bien précis. Donc, effectivement, à un moment donné, le corps astral ne sera pas apte à vivre, on va dire, dans une dimension qui ne lui correspond pas, à une dimension qui lui est supérieure. Peut-on décider de ne plus se réincarner? Si oui, cela a-t-il une incidence négative sur notre évolution? Non, alors en fait, c'est pas qu'on décide de ne plus s'incarner, c'est qu'il arrive à un moment donné où on a atteint un état d'évolution particulier, qui est en fait un état d'éveil quasi absolu, qui fait que on n'a plus besoin de redescendre dans la matière, on n'a plus besoin de s'incarner avec un corps physique. Donc c'est positif comme forme d'évolution, évidemment. C'est rien de négatif, mais on ne peut pas le décider. Si par exemple vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas dire « Oh ben j'ai plus envie de m'incarner, je ne m'incarne pas ». Non, ça dépendra de votre karma et de votre niveau d'évolution. Donc il y a le choix sans avoir le choix. Après la mort, notre nouveau corps a-t-il un ADN ou quelque chose de similaire dans sa construction? A-t-il des besoins vitaux? Respire-t-on? Mange-t-on? Grandit-on? Avons-nous une identité et des besoins sexuels? Pouvons-nous faire des enfants, se construire une famille? Voilà, il y a plusieurs questions en une seule. Alors, bon, évidemment l'ADN change, parce que sur un plan physique, c'est pas la même chose que sur un plan astral, par exemple. Alors les besoins vitaux, le corps, on va rester quand même sur un plan, un niveau assez juste après la mort. C'est plus compréhensible que c'est pas la peine de parler de trucs de dimensions qui sont beaucoup trop compliqués. Mais on va rester sur un plan astral, par exemple. Bon, mais les besoins vitaux d'un corps astral, c'est pouvoir se nourrir uniquement on va dire d'énergie. C'est pas un besoin vital, comment dire, comme le corps humain, évidemment. Donc on n'a pas besoin de manger, il n'a pas du tout les mêmes fonctions. On peut continuer à manger si on veut, mais ce sera qu'une illusion, quelque part. Donc on va créer de la nourriture, par nos pensées, on va créer une nourriture qui est une création mentale, mais qui est juste pour satisfaire des plaisirs qu'on n'aura pas encore dépassés. Alors par contre, avons-nous une identité? Alors, on a une identité d'âme, mais on perd la personnalité qu'on avait sur Terre, évidemment, qui est un masque, qui est illusoire, qui est une illusion de l'ego. Donc par contre, notre essence intime, on la retrouve. C'est ce qui crée notre identité d'âme, on va dire. A-t-on besoin des besoins sexuels? Ben oui, pourquoi ça peut encore avoir. C'est comme un peu les besoins physiques, les besoins de manger, où il y a toujours des relations, quelque part dans l'astral, évidemment. Mais c'est quand même sublimé, c'est quand même pas trop semblable à ce que... C'est beaucoup plus puissant que ceux qui existent sur Terre. Pour nous faire des enfants, ben non.
On peut pas, hein, on se procrée uniquement sur Terre. Hein. Construit-on une famille? Bon, en fait, on peut, oui, se faire des copains dans l'astral, évidemment, mais bien que on retrouve quand même toutes les personnes avec qui nous sommes interconnectés, donc ça se poursuit. C'est même beaucoup plus puissant dans l'astral que sur Terre, quelque part, parce qu'il y a moins de, comment dire, de barrières. On retrouve plus on se retrouve plus directement, plus authentiquement, donc en fait, on peut faire une énorme grande famille, quoi. Alors, peut-on faire un voyage astral à plusieurs? Je crois que j'avais déjà répondu à ces questions. Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Est-il possible alors qu'ils se retrouvent à un endroit particulier lorsque les trois amis se sont incorporés, évidemment? Alors, comment se reconnaissent-ils? On se reconnaît comme on se reconnaît sur Terre. Hein. Ont-ils la même forme, le même visage? Évidemment, on retrouve le même aspect. Qu'est-ce qui fait que sur Terre, on semble connaître des gens depuis toujours alors qu'on les a vus à peine 10 minutes? Alors ça, ce sont des rencontres karmiques. En fait, vous retrouvez, quand il arrive ce genre de choses, c'est que vous retrouvez une personne que vous avez déjà connue dans des vies antérieures, et il y a le lien karmique qui se rétablit, il y a la mémoire karmique qui se connecte, et vous avez l'impression de la connaître, mais vous la connaissez réellement. Hein. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être déjà dans l'astral au travers de vos rêves. Là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ce qui explique cette espèce de phénomène un peu de déjà-vu, quoi. Les végétaux ont-ils une âme ou quelque chose comme un niveau vibratoire sensible qui évolue? Absolument. Les végétaux, ils ont une conscience. Bon, c'est vrai que c'est une forme de vie qui est assez éloignée de la nôtre, mais il y a une conscience, évidemment, il y a une évolution. Alors là, c'est encore une longue question, très longue question. Quand un lion tue un zèbre, par exemple, le lion est-il coupable de tuer pour survivre puisqu'il suit son instinct pour se nourrir? Il est coupable, non, mais il n'y a pas de sentiment de culpabilité à ce niveau-là. C'est... comment dire? C'est un peu complexe, le monde animal. Il y a quelque part, dans le monde animal, il y a certains animaux qui font don de leur personne, don de leur corps à l'être qu'ils vont nourrir. Donc ça peut nous dépasser, mais ça peut être quelque chose d'altruiste ou de compassionnel. Hein. Même chose pour l'homme. Comment aller contre sa nature et sa physiologie, notre système digestif, sa fonction dans notre corps? Alors, avant d'intégrer un corps qui n'aurait pas de besoin de se nourrir, pour exister, que penser lorsque l'on mange un animal ou une pomme? Sommes-nous coupables envers l'animal qui est mort ou de la pomme qui a été cueillie, car tous deux font partie du règne vivant? Ouais, c'est assez... Donc, on ne doit pas se sentir coupable, mais effectivement, quelque part, on peut être redevable quand même à l'être qu'on va dévorer, hein, qu'on va manger si c'est un animal. Après, au niveau de la pomme, c'est complètement différent. Déjà, c'est comment dire, une forme de vie qui est beaucoup plus éloignée que le monde animal, qui est beaucoup plus loin que le monde animal, qui est quand même très proche de nous. Et le fait de cueillir, dans le mot cueillir, il y a aussi accueillir. Hein. Donc quand vous cueillez une pomme, par exemple, c'est un don. Considérez-le comme un don venant de la nature. Donc il n'y a aucune culpabilité venant à ce niveau-là. Comme le miel, par exemple, qui est un don des abeilles au genre humain, entre autres. Hein. Ça peut sembler surprenant, mais c'est comme ça. Comment faire autrement, alors? Nous ne sommes pas capables de nous nourrir seulement de l'énergie du prana, pour l'instant évidemment, mais ça viendra un jour. L'énergie, ça crée de l'univers. Si tout est programmé à l'avance, lorsque l'on choisit notre parcours d'incarnation, sommes-nous vraiment responsables de nos actes? Ne l'est-on pas plutôt avant de s'incarner? Oui, de toute façon, on l'est avant de s'incarner, on l'est à chaque moment de la vie, hein, que ce soit avant ou après l'incarnation. On est toujours, quoi qu'il en soit, responsable de nos actes à tous les niveaux. Les conséquences de nos choix sont-elles justifiées pour les vies suivantes, puisque ce sont des choix qui doivent nous faire évoluer? Alors, les conséquences de nos choix sont-elles justifiées pour les vies suivantes? Oui.
évidemment. Toutes les conséquences, c'est ce qu'on appelle le karma, puisque c'est le karma qui va déterminer votre prochaine vie. Ce que vous allez faire dans cette vie déterminera la prochaine dans son évolution, dans les choix qui seront faits. Évidemment, même si vous voulez comprendre votre vie présente, il suffit... enfin, plutôt, si vous voulez connaître votre vie passée, regardez votre vie présente. C'est un lien karmique. Peut-on concevoir que toute pensée créée par le cerveau et par l'imaginaire fait déjà partie d'une réalité ? Alors, bientôt, on va dire, je vais dire, parce que plus la Terre s'éthérise, plus la pensée va devenir une réalité instantanée. Donc, effectivement, il va falloir faire très attention dans l'avenir. C'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose de positif, vous l'aurez de suite, ça va prendre une forme quasi instantanée. Donc, effectivement, on peut répondre positivement à cette question, bien que pour l'instant, ça met encore un certain temps, et les pensées peuvent être, comment dire, neutralisées, peuvent être court-circuitées. Si vous avez une pensée négative, vous pouvez, on va dire, conjurer ou court-circuiter avec notre pensée positive, avant que ça devienne un acte réel, quoi. Peut-on transformer sa pensée dans la matière? On peut parler alors de dons ou de capacité à faire toutes les telles choses. Bon, ça, je viens d'y répondre. Cela concerne les inventions, les musiques, les dons pour soigner, dessiner ou enseigner, etc. Oui, tout à fait. C'est ce que je viens d'y répondre à cette question, en fin de compte. Peut-on imaginer qu'il existe une infinité d'infinis? Ben oui, ça c'est... Si on arrive à l'imaginer, c'est très bien, parce que je ne sais pas si on peut même l'imaginer, même le concevoir, une infinité d'infinis, parce qu'en fait, c'est tout l'univers qui est comme ça, qui est sans début, sans commencement et sans fin. Donc c'est une infinité d'infinis. Bon là, c'est une question qui est très philosophique et très auquel on ne pourra pas vraiment... On ne peut pas vraiment répondre. Donc, après nos réincarnations successives, ne risque-t-on pas de devenir schizophrène avec cette multitude de personnalités que l'on a empruntées? Alors, non, parce que, fort heureusement, c'est une très bonne question, on oublie. On oublie au fur et à mesure de nos incarnations, on oublie nos vies passées. Parce qu'effectivement, si on devait se rappeler toutes nos vies, de milliers et des milliers de vies qu'on a vécues avant, on deviendrait fou, hein. Oui, là, je pense qu'on deviendrait vraiment fou, ça serait absolument ingérable. Donc, effectivement, il se passe un phénomène au moment de l'incarnation qui se situe au niveau de l'hypothalamus. Il y a une substance qui se sécrète et qui fait, hop, oublier tout ça. Alors, parfois, il y a des bugs, on va dire, dans la matrice. Il y a des bugs à ce niveau-là qui font que certaines personnes se rappellent, en tout cas, d'une ou quelques vies qu'ils ont vécues. Bon, c'est pas méchant, mais c'est quelques vies, voilà. Moi, je me rappelle très bien de quelques-unes de mes vies passées. Bon, c'est évidemment pas tout ce que j'ai vécu, mais j'arrive à remonter assez facilement, simplement comme ça, sans forcément aller dans l'astral. Mais bon, il y a d'autres personnes qui se rappellent très très bien aussi. Surtout quand on est jeune, de 0 à 7 ans, on a encore beaucoup de mémoire de nos vies passées, du moins des quelques vies précédentes. Mais évidemment, pas de toutes les vies qu'on a vécues depuis qu'on existe, parce que ça serait la folie. Alors, quelle est vraiment au final notre personnalité? Qui est-on vraiment? Ça c'est toute la question de la vie. Donc en fait, il n'y a pas de personnalité, il y a, on va dire, une identité en tant qu'âme. Mais ça, c'est le but de la vie, c'est savoir retrouver notre état originel, au-delà de toutes les illusions, au-delà de l'ego. Mais ça, c'est une philosophie. Donc, on saura qui on est vraiment quand on aura atteint l'éveil parfait, on va dire. Il semble que sur Terre, le mal, la souffrance, la douleur fassent partie du modèle d'évolution par excellence. Ne peut-on pas évoluer sans être obligé de passer par la case souffrance? Bien sûr qu'on pourrait.
On le fera sûrement. Mais en tout cas, actuellement, sur Terre, c'est encore... nous sommes dans une planète école qui fonctionne encore avec ça. Avec ces conditions, malheureusement, voilà. Mais sur d'autres planètes, évidemment, ils ont dépassé ça et ils évoluent sans passer par la souffrance, quoi. Ils évoluent dans la sérénité avec d'autres fonctions, quoi. Mais effectivement, malheureusement, pour nous, sur Terre encore, c'est une manière d'évoluer. C'est comme ça. Lorsque l'on s'incarne, on choisit d'être un homme ou une femme. Mais lorsque l'on meurt, reste-t-on l'homme ou la femme que l'on a été, ou choisit-on de changer d'identité sexuelle ou de forme? Non, en général, on reste ce qu'on est, ce qu'on a été sur Terre. C'est au moment de l'incarnation, prochaine incarnation, que selon notre choix de vie, on va s'incarner en femme ou en homme. Mais on reste en général comme ça, bien que ça soit quand même assez ambigu quand même au niveau de l'astral. Hein. Mais on garde cette polarité, on va dire, voilà. Lorsque l'on meurt au stade d'enfant, d'adulte ou de vieillard, conserve-t-on notre apparence ou prenons-nous une forme spécifique? En général, on prend, quand on meurt, que ce soit enfant, adulte ou vieillard, dans le monde astral, on prend l'apparence qu'on avait quand on était le plus heureux sur Terre et le plus épanoui. Donc en général, c'est une trentaine, entre 20 et 30 ans, quoi. Mais il y a des personnes qui peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Hein. Ça, c'est le choix. Hein. En général, on rajeunit, je veux dire. Hein. Ou alors on vieillit si on était un enfant. Mais j'ai vu aussi, j'ai rencontré des personnes dans l'astral qui sont mortes, par exemple, assez jeunes, hein, dans la vingtaine d'années, et qui ont pris l'apparence, qui ont continué à vieillir, je vais dire, voulu vieillir, en tout cas prendre l'apparence de quelqu'un qui continuait à vieillir dans l'astral. C'était curieux, mais la personne avait changé d'apparence. Mais si elle veut rajeunir, elle pourra rajeunir aussi. Mais en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Voilà. Il n'y a rien d'obligatoire. Lorsque l'on retrouve des êtres chers dans d'autres dimensions, comment s'assurer qu'il ne s'agit pas de projection de notre esprit? Si leur enveloppe corporelle et le taux vibratoire ont changé, comment sait-on les reconnaître? Bien, en fin de compte, on les reconnaît parce qu'il y a une identité, on va dire. Bon, déjà, vous reconnaissez la personne, on va dire astralement, physiquement, astralement. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas de doute parce qu'il y a une étincelle qui fait que vous reconnaissez la personne. Il y a un peu la signature dans l'âme qui fait que vous savez si c'est réellement elle ou si c'est une entité qui veut se faire passer pour un parent décédé, par exemple. Mais en général, il n'y a aucun souci, vous saurez reconnaître parce qu'il y a une marque. Par exemple, moi, je vous donne un petit exemple qui est un peu différent. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune, je suis passé par la case spiritisme et compagnie. Donc je m'amusais aussi à faire venir des esprits de personnes que je connaissais la plupart du temps. Et des fois, je pouvais voir les êtres apparaître, les fantômes apparaître à mes yeux, donc je les reconnaissais. Mais des fois, on ne les voyait pas, mais ils donnaient une signature. Et on avait, comment dire, ils laissaient par exemple un son ou quelque chose qui les personnalisait de leur vivant. Et ça donnait comme une signature qui faisait en sorte qu'on les reconnaissait. On avait cette perception, en plus on avait quand même des capacités un peu extrasensorielles qui faisaient qu'on connectait. Mais j'avais la certitude de reconnaître à travers leur identité une signature personnelle qui faisait que je savais que c'était eux et pas une entité qui se faisait passer pour une autre personne. Ça, c'est ça, c'était imparable. Il y a comme une forme, on va dire un peu comme des empreintes digitales, on va dire, astrales, mais sous une forme subtile, on va dire. Ça peut être un son, ça peut être une voix, ça peut être quelque chose, mais vous reconnaissez. À la différence d'entités qui se font passer pour d'autres, même dans la salle, j'ai pu en voir plus d'une fois, des entités qui se faisaient passer pour des personnes que je connais, mais qui ne sont... Voilà.
Et là, vous reconnaissez, parce que dans les yeux, dans le regard, c'est vide, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas la signature, justement. Il n'y a pas cette chose qui fait que vous reconnaissez la personne. Donc, c'est assez facile à déceler. Et on reconnaît très facilement le vrai du faux, l'imaginaire du non-imaginaire. Voilà. Donc, bon, là, il y a une autre question aussi, comme vous me demandez, comment se protéger dans l'astral des entités pour pas qu'ils nous prennent notre corps physique. Bon, mais vous protégez votre corps physique d'une bulle de lumière avant de partir, hein, d'une boule de lumière, vous l'enfermez dedans, hein, en sachant que personne ne pourra venir, par exemple, l'incorporer si vous êtes loin dans l'astral. Bon, c'est assez connu comme protocole de protection. Et en général, ce sont des protocoles de protection que vous pouvez faire à tous les niveaux, hein, quand vous faites des choses qui sont en rapport avec le monde astral ou autre. Voilà, donc bon, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais assez clair. Si vous avez d'autres questions, ben écoutez, posez-les-moi. Là, je vais peut-être faire un petit break dans les vidéos parce que c'est l'été, j'ai besoin de vacances aussi un petit peu. Il fait très chaud, c'est très dur. Et de toute façon, bon, j'en ferai peut-être tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines parce que voilà. Et puis, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des nouveautés. Et puis je dois aussi me retrouver, je dois redonner une direction à ce que je peux vous enseigner. Je dois aller voir un peu ce qui se passe là-haut aussi parce que je travaille d'un commun accord avec les êtres qui sont là-haut, hein, qui me guident. Et ils auront peut-être des messages à vous transmettre bien spécifiques. Un dernier conseil, vous avez vu ce qui se passe au niveau des vaccins. Alors, reprenez votre pouvoir, ils pourront faire ce que vous voulez. Si vous dites non, ils pourront ne rien faire. En sachant que, je l'ai déjà dit, derrière les labos pharmaceutiques, ces fameux labos pharmaceutiques sont contrôlés par les êtres du gouvernement mondial. Donc n'attendez rien de positif de leur part. Il y a un plan, ils ont un plan, à travers les vaccins, pour pouvoir vous ingérer, vous inoculer tout un tas de substances qui vous empêcheront de développer vos ADN, qui vous empêcheront de développer vos capacités, qui peuvent faire de vous des êtres beaucoup plus forts, beaucoup plus lumineux. Ils veulent vous maintenir dans ce qu'on pourrait nommer cette espèce de matrice illusoire, et ils peuvent aussi, avec ces procédés, vous rendre beaucoup plus faible. Et malheureusement, il y a un plan, comme je l'ai dit, hein, d'élimination de la population, en tout cas d'une bonne partie de la population. Donc, pas d'affolement, ça c'est leur plan, ils essayent, hein, mais si vous dites non, vous avez un pouvoir qui les dépasse, et croyez-moi, ça ne marchera pas. Mais il faut pas se laisser faire non plus, hein. Donc, signez des pétitions, faites tout ce que vous pouvez faire, manifestez si un jour il faut manifester, et puis vous refusez catégoriquement. Imaginez si tout le monde refuse de se faire vacciner, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont pas vous mettre des amendes aux millions de personnes, ils vont pas interdire à 10 millions de personnes à vos enfants d'aller dans les crèches ou à l'école. Si vous êtes des millions, ils ne pourront rien faire. Donc ça fait partie de leur plan, ils tirent leur dernière cartouche, et croyez-moi, ils iront jusqu'au bout. Mais ils seront court-circuités. Et puis bon, dès que j'ai des informations venant de ceux qui sont en haut, là-haut, dans les beaux vaisseaux, je verrai un peu, on verra un peu ce qu'ils nous disent à ce sujet-là. Mais je vous tiendrai malgré tout au courant de tout. Ne vous inquiétez pas, on les a à l'œil. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances et j'espère vous retrouver un peu plus tard, peut-être dans une quinzaine de jours. Et voilà, et après je reviendrai le plus souvent avec des vidéos et des enseignements tout nouveaux. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.